Nous savons qu'une ONG ou des ONG ne peuvent pas dicter à un pays souverain la marche à suivre. Donc par rapport à ça, je pense que à la présence seulement qui nous a reçu ça, mais nous sommes déjà là et nous allons continuer. Alors, moi c'est M. Alain de Al Jazeera et de l'agence de presse Chine Nouvelle. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement pourrait se passer n'a pas peur que ce que nous voyons comme campagne en Afrique à niveau du jeu arrive néanmoins à décourager les investisseurs qui sont prêts, qui connaissent très bien notre spatialité. Continuer à forer, je pense que ceux-là qui sont dans le domaine de pluie, ils savent qu'on ne va vraiment pas toucher au tourbillard parce qu'on ne va pas décaper la terre. On va faire ça avec la nouvelle technologie et les choses vont bien se passer. C'est une campagne, oui, une campagne pour essayer un peu de décourager certaines personnes, mais nous sommes là pour rassurer, d'où nous avons l'ambassadeur à côté de nous. Il y a tous ces techniciens qui sont là, qui pourront rassurer et en fait rassurer tous les investisseurs de façon qu'ils puissent venir car le potentiel est juste immense. Il est juste énorme et jusque-là, tout ce que nous avons reçu comme signaux, c'est dans le sens positif. Pamela Munazo, BBC. Monsieur le ministre, c'est une sous-question à la question de Alain Waikani. Mesure de pouvoir elle-même exploiter ce gaz ou encore le pétrole. Merci. On verra bien, mais ça me touche. Sur 2, 3, 4, 5 blocs qui sont peut-être autour des zones qu'on appelle zones protégées, mais nous avons d'autres blocs qui sont au niveau du bassin côtier qui ne sont pas dans ces zones-là. Nous avons d'autres blocs qui sont au niveau même du Tanganyika qui ne sont pas dans ces zones-là. Donc je ne vois pas pourquoi ça va décourager. C'est une campagne que nous sommes en train de subir, mais je pense que quand on a de telles ressources, ce n'est pas pour qu'on s'en sert comme ornement, c'est pour que ça puisse réellement servir notre pays, notre économie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a une campagne contre nous, nous allons faire notre campagne, on va sillonner le monde, on va aller à gauche, à droite pour expliquer ce que nous sommes en train de faire et essayer de rassurer les investisseurs et nous avons confiance cette fois qu'ils ne seront pas découragés. En tout cas, ceux qui connaissent le métier ne le seront pas. Merci, c'est Nathalie Sekabouoro, la voix de l'Amérique Lingala. Projet, vous avez déjà projet, tout le monde est de 2 000 milliards de dollars américains. Kasi, et pour ça, si nous avons fait ça, est-ce que il y a un projet de développement pour financer la Macamboua, par rapport à la merci. La loi de 2015 aux porté la loi de hydrocarbures, ils ont un contrat de service, un contrat de partage de production. CPP, en cible. On n'a pas un contrat de partage de production, ils ont une obligation au niveau social, il faudra ton hôpital, il faudra ton banzela, il faudra ça appeler sa formation. Nous sommes figurés dans le contrat et puis le contrat nous a publié dans le site Nabiso et tout est ça dans la transparence. Donc la population, la population locale, place Misale au Salama, pour se retrouver et les contractuels, donc mon tour à attribuer à une obligation à respecter. Monsieur le ministre, Benoît Nimba de l'agence de presse Reuters. Monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement est prêt au cas où que le bailleur de fonds vous proposer une compensation pour ne pas exploiter les aires protégées? Est-ce que le gouvernement est prêt à accepter cette compensation? Deuxième question, le Congo est le premier producteur de cobalt. Est-ce que bien avant, il y a eu des rencontres sur le terrain, des experts pour se rassurer qu'il n'y ait pas de problème en allant à cette vente aux enchères? Je commence par la deuxième question. Actuellement, nous avons un président qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une certaine vision et qui tient à ce que le peuple congolais puisse sortir de cette pauvreté. Oui, le cobalt c'est bien, tout ce qui est minerai c'est bien, mais tout ce qui a eu à être signé, ça a été fait avant. Actuellement, la loi des hydrocarbures de 2015 et même le décret de 2016 est clair. Le contrat sera public. Le peuple congolais saura tout ce que la République va gagner en contrepartie par rapport à l'exploitation de son pétrole ou de son gaz. Et avec le système qui a été mis en place par le gouvernement, ce système-là qui fait qu'il y ait une bonne gouvernance et que l'on puisse réellement voir ce que l'argent public, à quoi ça sert. Nous le voyons à travers l'arrivée de l'IGF. Donc je pense que le peuple congolais pourra réellement bénéficier de sa manne pétrolière une fois que l'exploitation va commencer. La première question, c'est encore quoi?
Nous allons, en fait, on va attribuer les blocs, c'est pour avoir des moyens. Je pense aussi que les propositions sont concrètes, réelles, réalistes et que la population peut gagner, pourquoi pas. Mais nous n'en sommes pas encore à ça parce que jusque-là, on n'a pas encore vu un iota. Il n'y a jamais rien qui a été donné. Il y a eu des promesses et des promesses, il n'y a rien du tout. Et nous, les appels vont être lancés. Et après, il y aura l'exploitation, la production. Tout ça va se faire. Merci. Dadi, pour le compte des TV5 Monde, il y a des sites à protéger, des sites déclarés patrimoine mondial de l'UNESCO. Dites-nous au niveau du parc de Virunga, est-ce que le gouvernement peut un jour menacer de retirer, n'est-ce pas, ces sites-là du patrimoine mondial compte tenu de ce qui se passe, ces bras de fer avec Greenpeace par exemple? C'est autour justement de ces ONG également ce qui est à dans mon bureau pour échanger, pour les rassurer que tout ira bien. Ok, je pense que par rapport à cette question, déjà c'est là sur deux volets. La première, elle sera purement politique venant de moi, et la deuxième viendra de l'ambassadeur, notre expert. Quand on parle du parc de Virunga, nous savons que les M23 sont non loin de là. Il y a des bombes tous les jours dans ces parcs-là. Nous avons des rebelles qui sont en train de tuer nos gorilles et de faire n'importe quoi. Là, on n'a pas vu la communauté internationale. Greenpeace ne sait pas que quand il y a des bombes, ça crée des problèmes par rapport à nos parcs. Est-ce que ce sont des parcs qui sont protégés? Je ne le pense pas. Les rebelles y sont. La communauté internationale ne bouge pas. Donc je pense qu'il faut essayer vraiment de prendre la mesure de la chose et ne pas dire des choses ou faire penser des choses juste parce que, voilà. Et aussi, Greenpeace, c'est une ONG. Nous sommes le gouvernement de la République démocratique du Congo et je pense qu'on ne va pas suivre le dictat d'une ONG. Nous allons faire ce qui est bon pour notre population. Mais par rapport à l'environnement, je laisse la parole à l'ambassadeur qui pourra me compléter. Il y a un pays d'Amérique latine, l'Équateur, qui avait un parc national qui s'appelle le parc de Yasuni et dans lequel il y avait des ressources pétrolières. Le pays a mis à défi la communauté internationale en disant nos réserves avérées sont estimées à 7 milliards de dollars. Si on nous donne la moitié de la valeur de ce pétrole, nous n'allons pas toucher à ce parc. Le président coréen, le président de l'époque, a lancé ce défi en 2007. Jusqu'en 2013, ils n'avaient mobilisé que 13 millions de dollars. Et ils ont décidé de lever l'option d'exploiter cette ressource. Donc c'est déjà pour dire que quelquefois la communauté internationale montre au créneau, s'inscrit dans une démarche que je qualifierais d'exubérance irrationnelle. Il faut qu'on puisse aller dans cette discussion de manière posée, rationnelle, cohérente, avec des éléments étayés qui démontrent effectivement que si jamais nous allons dans tel site, il y aura une bombe carbone, si nous allons dans tel site, il y aura une destruction de la biodiversité. Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la RDC, le ministre est en concertation permanente avec son Excellence Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, avec le directeur général du ICCN, et il n'est pas question d'aller faire de l'exploitation dans le parc du Virunga. Il y a effectivement une question de superposition, de chevauchement, mais rien ne demande à celui qui a reçu ce bloc d'aller dans le parc. Parce qu'il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait une évaluation sur le plan environnemental et social pour s'assurer que la démarche peut se faire avec toute la précaution nécessaire et on peut faire une recherche en lisière du parc sans aller dans le parc, déterminer s'il y a des réserves ou non. S'il n'y a pas de réserve, on s'arrête là. S'il y a des réserves, il faudra à ce moment-là qu'on aille dans une autre phase de discussion dans laquelle nous ne sommes pas encore. Mais il n'est pas question pour l'instant d'aller dans le parc des Virunga. Mais il ne faut pas qu'on empêche au gouvernement congolais souverain, avec les questions liées à la sécurité que le ministre a évoquées, qu'on nous empêche même d'identifier le potentiel. On est un pays souverain. L'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir réduire la pauvreté et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. Explication claire par rapport à ce que vous avez lancé aujourd'hui. J'aimerais juste avoir votre réaction par rapport à ce qui vous attend dès la rentrée parlementaire de septembre. Quand on se rend compte que les hydrocarbures ne sont exploités qu'à 4,5%,
ça fait fort d'eau et c'est pas intéressant. Donc nous voulons maximiser, mais je profite pour donner la parole au secrétaire général, comme ça lui au moins il pourra vous dire où est-ce que ça avait commencé, tout ce qui a été tout ce qui avait été fait comme travaux avant pour qu'on puisse chuter à ça. Monsieur le ministre, merci. Les droits à Petrofina à l'époque et Petro-Zaïre qui détenaient le contrat n'a pas pu aller jusqu'au bout pour des raisons que je ne vais pas développer ici, mais les premiers droits ont été accordés en 1995 pour ne pas me répéter, mais les recherches de géologie pétrolière particulièrement remontent aux années 50. En ce qui concerne les expropriations éventuelles. C'est comme l'ambassadeur vient de le dire, nous sommes en concertation permanente avec le ministère de l'Environnement. Et même avant signature d'un contrat de partage de production, il y a des études stratégiques sur l'environnement. Il y a tout ce rapport dont on a besoin avant de procéder à la signature du contrat. Il y a ce rapport-là des études environnementales qui seront à notre disposition. Et c'est par rapport à ce rapport, ça va nous permettre soit de signer un contrat et d'attribuer des blocs ou soit de ne pas le faire. Donc nous tenons compte de tout ça et on ne va pas se réveiller, on attribue un bloc sans qu'il y ait des études par rapport à l'impact environnemental. Donc ils vont en avoir, et c'est même prévu. Je pense même dans l'avis de manifestation que je signais jeudi, ça s'est repris dedans. De ce côté-là, je peux vous rassurer que c'est prévu. Sur les expropriations. Pardon ? Sur les expropriations. Expropriation, comment ça ? Est-ce que les gens qui vivent dans ces zones, s'il y a de l'exploitation qui arrive? On n'en est pas encore à ça. Pour le moment, c'est d'abord l'attribution du bloc. À ce moment, on verra. Mais préalable, pour les lancements des appels d'offres, on ne les invente pas, ils sont dans la loi. Et que quand son Excellence va signer l'avis à manifester. Les propriétaires du coin, en fait. Mais on n'en est pas encore à ça, parce que déjà, quand on va commencer à explorer, il faudra d'abord déterminer qu'il y a réellement du pétrole. À ce moment-là, on va passer à cette étape-là. Donc on n'en est pas encore à ça. Oui, Excellence, je m'appelle Chris Ochambringa pour Future Story News. Je voudrais poser ma question en anglais. Yes, Your Excellency, this decision of the DRC government to auction oil and gas permits in an area that's considered, has endangered gorillas and that has a rainforest that plays a crucial role for dealing with climate change has been regarded as a very wrong decision. I would like to know why the DRC government is going ahead with this decision despite calls by experts to do the opposite. Should I repeat my question? Yes. The decision by the DRC government to auction oil and gas permits in an area that has a rainforest that plays a critical role in controlling climate change and endangered mountain gorillas is regarded. La décision du gouvernement congolais pour octroyer des permis d'exploitation dans des zones considérées comme des zones protégées, qui va mettre en danger des espèces protégées comme les gorilles, is considered as a very wrong decision by experts. I would like to know why the DRC government believes it's the right thing to do. Donc c'est considéré comme une mauvaise décision par certains experts. Alors, monsieur souhaite savoir pourquoi est-ce que le gouvernement de la RDC considère cela comme une bonne chose à faire. And I would also like to know which are the companies that have already expressed interest in buying these products. Thank you. Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les différentes sociétés qui ont manifesté leur intérêt pour exploiter dans ces zones protégées? Merci. C'est bien de le dire, mais comme je le dis encore, je pense que les trucs du M23 sont plus dangereux que si on commence à exploiter le pétrole. Ils sont plus dangereux pour les gorilles parce qu'eux, ils ont des lance-roquettes, ils ont des AK, ils ont des armes. Ils sont plus dangereux que les gorilles. Je pense que cette communauté où ces ONG qui sont en train de crier, ils devraient aussi monter au créneau pour demander au M23 de partir, pour demander à leurs États de pouvoir soutenir le développement de la vie de l'émission, ceux qui n'ont pas compris l'émission du CNCF, de message vite et pour éviter les armes et qui puissent mourir dans rien. Jusque-là, ce n'est pas encore arrivé. Exploiter le pétrole ne veut pas dire que nous allons mettre les singes mal à l'aise. Et comme l'ambassadeur vient de le dire, l'idée n'est pas d'aller fourrer dans les parcs.
Ce n'est pas ça. Il y a certains blocs anti-historiques qui ont été tracés, il y a une partie qui se retrouve dans les parcs, mais ce sont des parties pas insignifiantes, mais en fait, c'est pas déjà nos blocs à nous, il y a des blocs qui sont plus grands que le Rwanda, nous avons des blocs qui sont plus grands que la Belgique, et c'est pas à chaque endroit qu'on va se mettre à fourrer, non, pas du tout. Donc je pense que c'est une mauvaise crainte, il ne faut même pas l'avoir. Mais s'il faut savoir si nous avons déjà des opérateurs qui sont venus, on les suivra après le processus, après le lancement des appels d'offres, parce que tout va se faire d'une façon transparente. On va publier la liste des noms, tout se fera en ce moment-là. On va lancer les appels d'offres que je dis. Si moi aujourd'hui je vous donne certains listes, c'est qu'il n'y a plus d'appel d'offres. Donc il faut attendre que le processus puisse commencer et on aura, vous aurez la liste. Tout va se faire d'une façon transparente. So as a summary, the government considers that basically the situation happening in the eastern part of the country with the M23 is much more critical and is much more critical in this regard than what will be happening once we launch exploitation in those different areas. And most importantly, we have a lot of blocks, so we will not be drilling in every single block. And concerning the protected areas, the thing is we have a map where we have spaced out the different blocks, and some of them overlap on the protected areas, but they're not necessarily within them. So once again, all the measures are taken in order to reduce any impact on the environment, but we do consider that the priorities are different on our sides. The same way these NGOs are basically not very happy for this situation, you would expect them to raise their voices as well concerning the conflict that is happening on the eastern side of our country. Now concerning different companies that have already manifested their interest, for now we cannot really advance in that area because the official launch will be on the 28th. But rest assured that everything will be done in complete transparency on our regards. And that as soon as the more we advance, the more you will get information. C'est qui vont pour synthétiser. Merci Monsieur le Ministre pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir nous exprimer. Moi, je suis resté sur ma soif par rapport à une question qui vous a été posée hier, les samedis passés, lors de notre édition équipe nationale. C'est au sujet du bloc 25. Quand Greenpeace s'exprime, Greenpeace fait allusion à la réserve de Gombolumene. Mais qu'est-ce qui a dicté le choix du ministre en répondant, en insistant sur les parcs de la vallée de l'Ancélé? Est-ce que c'était une démarche politique ou une démarche scientifique? Tout le monde sait à qui appartient ces parcs. Deuxième question, parmi les Congolais qui exploitent, qui ont commencé déjà à explorer certains blocs, il y a M. Jean Lengo Lédia, si je dois le citer. C'est le seul Congolais jusque-là, l'homme d'affaires qui s'est lancé dans cette voie. Il est à 72% majoritaire, jusqu'où le gouvernement de la République peut l'accompagner pour qu'au moment venu, il ne puisse pas disparaître à côté des géants et d'autres qui ont des gros moyens pour financer plus que lui. Et pour terminer, cette histoire de pression que vous subissez, que le gouvernement de la République est en train de subir à travers votre ministère, rappelle un peu la révision. Comment il y a eu trop de pression pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela, jusqu'où le ministre Didier Boudimou et le président de la République vont résister par rapport à ces pressions internationales. Merci. Ok, par rapport à la première question, je pense que si vous vous souvenez bien samedi, ce n'est pas moi qui suis venu pour parler du bloc 25, mais la question venait de votre collègue qui était juste à côté de vous, c'est lui qui était intéressé de savoir quel parc se trouvait dans le bloc 25. Il a posé la question, j'ai répondu par rapport à sa question. Et la question, elle est simple. Ici, nous ne sommes pas là pour parler soit de l'ancien président ou du site de Kinakati, pas du tout. Vous avez posé une question. Oui, effectivement, ce site-là se trouve dans le bloc 25. Ma réponse était simple. Nous avons fait des études au niveau du cabinet pour voir dans quelle mesure en fait, sortir ce site du bloc 25, on n'est pas arrivé à ce que vous êtes en train d'insinuer, parce que loin de là, l'idée de pouvoir profiter de notre pétrole, mais l'idée n'est pas de tomber dans l'économie politicienne. En tout cas, loin de là. Donc je pense que c'était une question que vous avez posée. On a eu à répondre à la question.
Et on ne va pas s'attarder sur ça parce que, comme je l'ai dit, on a fait des études pour essayer de mettre ça en dehors de là. Et encore, à part ça, il y a l'ambassade qui a donné la réponse. Tout ce qu'on va faire au moment de l'attribution et à ceux à qui on va attribuer ces blocs, que ce soit le bloc 25 ou autre, on le fera tout en respectant l'environnement. On va se battre déjà, on n'est pas rentré en arrière par rapport à tout ce que nous avons pris comme engagement au niveau international. Je pense qu'on doit au moins reboiser pour 800 000 hectares, si je ne me trompe pas, ou 8 millions d'hectares, si je ne me trompe pas. Le Congo n'a pas changé d'avis, on va le faire. Nous devons baisser au moins de 25% par rapport à notre production en gaz à effet de serre. Le Congo va le faire. On ne s'est pas retourné de nos engagements au niveau international. Donc ne laissons pas focaliser sur cette situation avec Kinshasa. La deuxième question, c'est de quoi je pas noté, c'était par rapport... Jean Lédia. Oui, je pense que l'opérateur Lédia peut lui-même, il pourra vous le dire, l'accompagnement qu'il reçoit du gouvernement congolais. Déjà dans la loi des hydrocarbures, nous devons privilégier les nationaux et c'est ce que nous sommes en train de faire. Depuis que je suis au sein de ce ministère, le ministère des hydrocarbures m'accompagne sur l'esprit à travers mes CDA pour qu'ils puissent au moins être parmi les premiers Congolais derrière lesquels on pourra avoir comme des dérivés de camion, on pourra avoir l'huile, on pourra fourrer et avoir du pétrole. Donc l'accompagnement est là et je pense qu'il le sait. À l'occasion, posez-lui la question et il vous le dira. La troisième, je pense que c'est par rapport à la question que nous subissons. Je pense qu'on a l'habitude. On a l'habitude, on ne va pas reculer, on ne va pas aller en arrière parce que toutes les décisions que nous avons eu à prendre, on a fait des études et on a décidé de le prendre pour le bien de notre pays. Comme vous le savez, le chef de l'État est issu de l'UDPS et c'est le peuple d'abord. Donc on le fait pour notre population, pour notre peuple, et je ne vois pas que ce soit des ONG, je ne vois pas qui va venir nous dicter pour que nous puissions laisser tomber quelque chose qui sera positif et rentable pour la population congolaise. Merci. Encore 3 questions pour terminer. Excellence, c'est Nadia Pianfouka. Je suis journaliste à Kin 24. Ma question est celle-ci. Dans de tels appels, il y a le préalable de ces contrats, au cas où il y aurait piècement quelque part. Merci. Il y en a beaucoup, mais pour des raisons aussi évidentes, qui sont celles de protéger, d'éviter les aires protégées, on a fait le premier lot qui est de 30 blocs. Et donc on a identifié ces blocs-là, on a constitué les paquets de données et on a décidé de mettre ces blocs aux appels d'offres. C'est ça qui est comme préalable. L'autre sous-question c'était... Voilà, l'autorité, le ministère est une autorité de régulation du secteur. Donc le ministre va continuer à réguler les secteurs avec la loi et nous avons aussi, on vous a dit tantôt ici, que l'État est représenté par la société. Explication claire par rapport à ce que vous avez lancé aujourd'hui. J'aimerais juste avoir votre réaction par rapport à ce qui vous attend dès la rentrée parlementaire de septembre. Et aussi la superposition sur les blocs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer ou pouvez-vous confirmer qu'il n'y aura pas de superposition sur les blocs? Parce que ça fait partie de leur revendication. Merci. La première des choses encore, il n'y a pas de vente de blocs. Le Congo, le gouvernement ne vend pas de blocs. Nous voulons attribuer les droits des hydrocarbures. En termes plus simples, l'opérateur qui vient, on va signer un contrat avec lui pour que lui, il puisse exploiter, sortir le pétrole et le pays gagnera. Donc on sera partenaire, on sera lié par un contrat qui aura aussi un délai, qui devra être renouvelé. Il y a tout ça, donc il n'y a pas de vente de blocs. Il faut vraiment que les gens puissent enlever ça de leur tête pour que les gens arrêtent de penser que nous vendons des blocs, nous ne vendons pas des blocs. Pour le reste, je pense qu'on va se pouvoir répondre et je pense que c'est simple aussi. Oui, merci, Excellence. Pour la deuxième question, il y a une problématique dans ce pays et nous devons la regarder de face. C'est qu'il y a un travail à faire en termes d'aménagement du territoire. Il y a différents secteurs de la vie nationale qui sont en compétition pour l'occupation de l'espace. Et il y a un cadastre foncier qui est superposé à un cadastre agricole, qui est superposé à un cadastre forestier, qui est superposé à un cadastre minier. Il y a également des blocs pétroliers. Et il faut effectivement mettre tous ces secteurs en cohérence les uns avec les autres.
il y a effectivement probabilité de chevauchement et de superposition de certains blocs avec certaines aires protégées. Encore une fois, comme son Excellence l'a dit, lorsqu'on attribue un bloc, on ne le vend pas, on l'attribue. On ne va pas aller, la compagnie ne va pas aller procéder à une coupe à blanc de toute la réserve forestière sur ce bloc-là et exploiter sur tout le bloc. La démarche sera chirurgicale, j'aime à dire, une démarche qui sera bien précise, bien circonscrite. Et c'est pour ça que son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, est en communication continuelle avec la vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable, ainsi que l'Institut congolais de conservation de la nature, pour justement éviter que cette démarche, qui se veut être vertueuse, respectueuse de nos ressources écologiques, puisse éviter d'aller empiéter sur les aires protégées. Donc il pourrait y avoir chevauchement, mais ce chevauchement ne veut pas dire que l'opérateur ira dans l'aire protégée. Et donc tout ça sera défini en amont, de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion possible et que le travail se fasse en respect des normes et des conditions environnementales qui sont requises. Merci. Je pense qu'on a fini avec le jeu de questions. La nation congolaise a besoin aussi d'avoir de l'emploi. Est-ce que son Excellence, Monsieur le ministre, peut parler aussi du peuple congolais? Merci. Entre 7 et 8% du budget national. Imaginez-vous qu'on arrive maintenant à pousser ça à 40 à 50% de l'impact que ça va avoir sur l'économie. Nous avons eu à faire des calculs simples au niveau du ministère. Nous avons calculé sur les prix des 16 premiers blocs. Et on a calculé d'une façon modeste, s'il y avait une réussite à hauteur de 35%, avec le prix actuel du baril, on tombait à 650 milliards de dollars américains, rien que pour les 16 blocs. Maintenant, on en a 27, à part les 3 gaziers du lac Tigre. Donc les calculs sont en cours, mais je dis bien à hauteur de 35%, on peut facilement envisager atteindre les 1000 milliards ou un peu plus. Déjà, nous avons 2 blocs, le bloc 1 et 2 du Graben Aberti, qui sont aussi, donc nous avons mis dans ces appels d'offres, qui ont été évalués par ENI à hauteur de 5 milliards de barils, rien que ces 2 blocs-là. Donc essayons un peu de voir ce que ça pourra avoir comme retombée en termes financiers, en termes économiques. Nous avons vu la Guinée équatoriale, d'où est partie la Guinée équatoriale, à quoi ressemble la Guinée équatoriale aujourd'hui, c'est grâce à son pétrole. Nous avons vu Dubaï qui ressemblait à un désert, aujourd'hui nous savons si c'est quoi Dubaï. Alors pourquoi la population congolaise ne pourra pas bénéficier de ce qui se trouve dans son sous-sol? C'est ce que nous sommes en train de mettre en place, et tout ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour cette population. On le fait pour les générations futures. On le fait pour pouvoir développer notre pays, pour pouvoir développer des infrastructures, parce que nous avons besoin d'argent. Et nous savons tous que le secteur minier, d'une certaine façon, a déjà été grandement gradé. Et là, nous sommes en train de partir de procès en procès. On se bat. Comme le secteur pétrolier n'est pas beaucoup touché, il y a encore tout à faire. On est en train de travailler et j'espère qu'on va. Monsieur le ministre, on souffrait de recevoir encore des questions. Rachel Petita. Merci beaucoup. J'espère que ça ne tourne pas sur... Merci. C'est une petite question. Monsieur le ministre, Rachel Petita, ma question, elle est petite, claire, concise et brève. Et si ces ONG internationales ne réfléchissent pas, puisqu'on sait que la pression internationale, à un certain moment, quand on veut faire plier un gouvernement, on sait comment fonctionnent ces ONG avec des lobbies pour faire fléchir des entreprises qui pourront travailler demain en République démocratique du Congo en partenariat. Le degré de résistance du gouvernement, comment? La résistance, elle est là parce qu'on n'a pas l'intention de laisser le pas ou de laisser tomber l'idéologie qu'on a eue et puis la vision du chef de l'État qui est de pouvoir changer ce pays, d'améliorer la condition de vie de nos populations. Pour y arriver, nous avons besoin d'argent. L'idée de lancer ces appels d'offres ou de pouvoir exploiter nos ressources pétrolières, l'idée n'est pas de le faire pour embêter le monde. L'idée n'est pas de le faire pour détruire la planète. Loin de là. L'idée est que le Congolais a besoin de vivre de ses ressources car ça lui appartient. C'est ce que nous sommes en train de faire comme travail et nous sommes prêts. Déjà on reçoit des coups, il y a des lobbies un peu forts. Donc nous sommes là et je vous dis que nous sommes prêts, nous allons résister, nous allons continuer. Maintenant par rapport aux investisseurs, je pense que nous sommes très clairs
Et ils savent, ils peuvent être rassurés que l'idée n'est pas de toucher aux tourbières ou de faire du n'importe quoi, loin de là. Il y aura des études sur l'impact environnemental qui seront menées, il y aura des stratégies qui seront mises en place, il y aura des recommandations qui seront mises en place, parce qu'il y a des pays comme la Suède, ils exploitent aussi. Mais ils ont mis des stratégies en place, ils ont mis la nouvelle technologie en place pour pouvoir protéger. Aux États-Unis, au Texas, à Houston, tout ça, ils exploitent. Pourquoi le Congo ne peut pas exploiter? Pourquoi le Congo doit être dicté par des ONG? C'est bien les données, c'est bien, mais je pense que nous sommes un gouvernement et quand nous prenons des décisions, nous sommes conséquents par rapport à ça. Une question, Jean-Luc, et puis nous clôturons avec Jeffrey. Ok, c'est Jean-Luc Ouman de l'Ouragan pour STD. Monsieur le ministre, est-ce que si on vous proposait une solution de l'échange, je me rappelle à la COP26, on nous a donné 500 millions de dollars, 500 millions d'euros, je crois, pour 5 ans. De dollars? Bon, dollars ou euros, bon. Et si, par exemple, le gouvernement de la Grande-Bretagne disait que, bon, nous, on a besoin de vos aires protégées parce qu'on a besoin de l'oxygène, puis l'oxygène, bon, au lieu de 500 millions, on vous donne par exemple 2 milliards et ne cédez pas à la tentation de faire exploiter par exemple les blocs pétroliers qui se trouvent dans les parcs de Virunga. Est-ce que vous allez accepter cette offre? Je pense que l'ambassadeur donne l'exemple d'Équateur. Les 500 millions dont vous parlez, on n'en a jamais vu la couleur. Il n'y a pas un euro qui est entré dans le trésor public congolais. Donc, c'est bien de promettre, mais est-ce réel? Le jour où on aura ça, parce que si on veut exploiter nos ressources, c'est pour gagner de l'argent. Mais si on nous donne de l'argent réel, pourquoi pas? À ce moment-là, on pourra revoir. À ce moment-là, on pourra prendre des décisions. Mais si c'est pour nous faire encore des promesses et que nous puissions, pendant que notre population est en train de couper dans la misère, et que nous puissions vivre dans le monde, je pense que ça ne marchera pas. Et comme je dis, déjà le train est parti, donc jeudi on va lancer ces appels d'offres, et on espère que les choses vont bien se passer d'ici. Monsieur Jeffrey. Merci, c'est Jeffrey Kitiga pour le point d'essai de cette pensée. Monsieur le ministre, il y a des mouvements des jeunes et quelques environnementalistes qui vont manifester le jour du lancement de ces appels d'offres. Est-ce que vous avez pensé à une stratégie particulière pour faire face à cette situation? Merci. La stratégie, c'est que nous sommes prêts. Tout ce qu'on fait, on le fait d'une façon transparente. On ne fait rien d'une façon opaque. Et je pense que ces ONG où il y a des jeunes congolais qui sont quand même assez conscients, je pense que la plupart ne le feront pas. Nous savons qu'il y a une certaine moment en train de manipuler certains jeunes pour essayer de leur faire croire tout le contact que nous sommes en train de faire en tant que gouvernement, et essayer de leur dire que nous sommes en train de détruire la planète. Pas du tout, nous vivons sur Terre. Et au jour d'aujourd'hui, par rapport à la pollution au niveau mondial, je pense que l'Afrique ne dépasse même pas 5%. Les autres, je pense 80%, ce sont les pays du G20, ce sont eux les grands pollueurs, ce n'est pas l'Afrique. Et le fait que nous puissions exploiter ou qu'on puisse forer un jour et utiliser notre pétrole, ça ne va en rien, je dis bien en rien, polluer la terre. Nous savons tous que la pollution, c'est plus après l'extraction, quand on commence à brûler, mais ce n'est pas le fait de sortir le pétrole qui va polluer la planète, non. Nous sommes là, nous sommes sereins, on fait les choses d'une façon transparente. Ce sont des ONG, il y a la liberté, ils sont libres de manifester. Nous, on va continuer pour nous de chemin et on ne va pas se fatiguer pour continuer à expliquer ce que nous sommes en train de faire. Et il y a toute une équipe qui est autour de moi, des spécialistes de l'environnement qui sont là, des techniciens, des géologues qui sont autour de moi, qui pourront chaque fois répondre à vos questions pour pouvoir rassurer que ce soit notre population ou cette jeunesse que de temps en temps on essaie de manipuler à tort, à mon avis. Merci. Et on continue vraiment par là. Et j'espère que ce n'est pas une question qui tourne autour de l'environnement. Merci bien pour la parole. C'est Apolipa. J'ai dicté l'officier. Je ne viens pas pour le compte de la RTC. Excellence, Monsieur le ministre, laissez-moi vous féliciter pour votre travail. J'aime ces cris. Ça prouve que vous êtes ensemble avec moi. Je commence par là pour dire que merci et félicitations. Vous avez un travail de qualité. Ma question tourne autour de vous-même. L'opération d'appel d'offres, c'est une opération qui coûte des millions. Quel obstacle entendez-vous vous-même rencontrer en lançant cet appel d'offres? J'ai dit. Est-ce que c'est sur une
nous, avant le fait d'avoir des partenaires, le gouvernement congolais, il y a un budget qui a été voté l'année passée pour l'année 2022 où nous avons une ligne budgétaire pour le lancement de ces appels d'offres. Parce que ces appels d'offres ne vont pas s'arrêter à jeudi. Il y a cette équipe qui va se déplacer pour Houston, pour Alberta, pour Dubaï, pour l'Afrique du Sud. Il y a tout un travail qui va continuer peut-être pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Le gouvernement de la République du Congo a mis une ligne budgétaire pour ça. Ça a été voté au Parlement l'année passée. Et c'est sur cette ligne-là que nous sommes en train de nous appuyer. C'est de là que nous tirons les moyens, les ressources que nous sommes en train d'utiliser. Mais entre-temps, la loi nous permet d'avoir des partenaires qui puissent nous accompagner dans ces appels d'offres et dans leur réalisation. C'est ce qui est fait. Nous avons actuellement des partenaires. Il y a un partenaire nigérien qui marche aussi avec nous. Et à part lui, nous avons aussi d'autres partenaires techniques comme Excalibur qui sont en train de marcher avec nous, comme Sigmoïd qui sont en train de marcher avec nous. Donc par rapport aux moyens, je pense que ça va. Jusque-là, on n'a pas ce problème. Merci, monsieur le ministre. Il y a toute question. Je pense qu'on a fait le tour, cher ami. Ok, merci beaucoup et bonne journée à vous.